la découverte d'une œuvre inédite d'un grand penseur, pour mettre en ébullition la communauté intellectuelle et provoquer chez les universitaires un émoi comparable à l'agitation visible dans une goutte d'eau observée au microscope. Lors d'un récent voyage à Heidelberg, où nous nous sommes rendus afin d'acquérir de précieuses cicatrices de duels datant du XIXe siècle, nous sommes justement tombés sur un tel trésor. Qui eût cru qu'il existait un ouvrage tel que Mes secrets minceurs de Friedrich Nietzsche? Si l'authenticité de l'ouvrage peut paraître douteuse, la plupart de ceux qui l'ont étudié s'accordent à dire qu'aucun autre philosophe occidental n'a été aussi près de réconcilier Platon et Montignac. En voici quelques morceaux de choix. La graisse en soi est une substance. Ou l'essence d'une substance. Voir l'idée de la substance de cette essence. Tout le problème, c'est quand elle commence à s'accumuler sur vos hanches. Parmi les présocratiques, Zénon considéra que ce poids n'était qu'une illusion. Et que l'homme aurait beau manger tant qu'il voudrait, il ne serait jamais aussi gras que Celui qui ne fait jamais de pompe le matin. La quête d'un corps idéal était une obsession chez les Athéniens, dans une pièce d'Échille. qui n'a pas été retrouvée. Clytemnestre rompt son vœu de jeûne entre les repas et s'arrache les yeux quand elle se rend compte qu'elle ne rentre plus dans son maillot de bain. Il faudra attendre l'esprit d'Aristote pour que la question du poids soit formulée en termes scientifiques. Dans un premier fragment de l'éthique, il est établi que la circonférence d'un homme s'obtient en multipliant son tour de taille par pi. Ce concept fera autorité au Moyen-Âge jusqu'à ce que Thomas d'Aquin traduise bon nombre de menus en latin. Et que s'ouvre, Le premier bar à huîtres vraiment bon. à l'époque, l'Église voyait encore d'un mauvais œil les dîners au restaurant. Et confier les clés de son auto à un voiturier était considéré comme un péché véniel. Comme nous le savons, Rome a pendant des siècles considéré le sandwich braisé à la dinde sauce hot comme le summum de la transgression. De nombreux sandwichs ont pendant des siècles été privés de sauce hot. Ils n'ont pu s'embraser à nouveau qu'après la Réforme. Les tableaux religieux du XIVe siècle représentaient initialement des scènes de damnation où des individus en surcharge pondérale erraient en enfer, condamnés à se nourrir de salades et de yaourts. Les Espagnols se révélèrent particulièrement cruels. Pendant l'Inquisition, Un homme pouvait être condamné à mort pour avoir farci des avocats avec des miettes de crabe. Aucun philosophe n'a pu résoudre la question de la culpabilité associée à la prise de poids, jusqu'à ce que Descartes fasse la distinction entre l'esprit et le corps, permettant au corps de se gaver, tandis que l'esprit se disait « Je pense donc c'est pas moi !» La grande question philosophique subsiste. Si la vie n'a pas de sens, que faire de la soupe aux pâtes alphabet? C'est Leibniz qui le premier a affirmé que la graisse consistait en monade. Leibniz eut beau suivre un régime et faire de l'exercice. Jamais il ne parvint à se débarrasser de ses monades.
Du moins pas de celle qui lui collait aux cuisses. Spinoza, en revanche, se nourrissait frugalement, car il était persuadé que Dieu existait en toutes choses. Et il était intimidant de dévorer un hamburger si on est persuadé qu'il contient la cause immanente de toutes choses. Existe-t-il une relation entre un régime alimentaire sain et le génie de la création? Un seul regard au compositeur Richard Wagner suffit à voir qu'il a un sacré coup de fourchette. Frites, fromage grillé, nachos. Son appétit est sans limite. Et pourtant sa musique est sublime. Cosima, sa femme, elle aussi aime la bonne chair. Mais au moins, elle fait son jogging quotidien. Dans une scène extraite de sa tétralogie du ring, Siegfried décide d'aller dîner avec les jeunes filles du Rhin et s'enfile héroïquement Un bœuf 2 douzaines de volailles. plusieurs bouts de fromage. et 15 fûts de bière. Là-dessus, la note arrive. Et il n'a pas assez pour payer. La conclusion qui s'impose est que dans la vie, on n'a droit qu'à un seul plat d'accompagnement. Il faut choisir entre le coleslaw et la salade de pommes de terre. Le choix doit être fait dans la terreur, en sachant que non seulement notre temps sur cette planète est compté, mais qu'en outre, la plupart des cuisines ferment à 22h. La catastrophe existentielle pour Schopenhauer consiste moins dans le fait de manger que de se baffrer. Il s'est répandu en insultes contre le vin grignotage, De cacahuètes. De chips. lorsqu'on est occupé à autre chose. Pour Schopenhauer, à partir du moment où l'être humain commence à grignoter, il lui est impossible de s'arrêter. Il en résulte un univers Recouvert de miettes. Kant s'est bien fourvoyé lui aussi, en avançant catégoriquement qu'il était impératif de commander notre déjeuner. Il pensait que si chacun commandait le même plat, le monde serait bien plus moral. Le problème que Kant n'a pas entrevu à l'époque, c'est que si tout le monde commande la même chose, ça va barder en cuisine pour savoir qui aura la dernière part de loup de mer. Commandez comme si vous commandiez pour n'importe quel être humain, conseille-t-il. Certes, mais que faire si la personne assise à côté de vous n'aime pas le guacamole? En définitive, il n'existe pas de nourriture morale. Sauf bien sûr l'œuf à la coque. En résumé, de toutes les recettes ayant eu un impact sur la pensée occidentale, seule la recette au pâté au poulet de Hegel fut la première dans l'histoire à utiliser des raisins. Les crevettes et légumes sautés de Spinoza seront appréciés autant des athées que des agnostiques. Cependant, que pour celui qui a une faim du loup, les travers de porc barbecue Recette peu connue de Hobbes. restent à ce jour une énigme intellectuelle. Ce qui est remarquable avec les recettes minceurs de Friedrich Nietzsche, c'est qu'une fois les kilos perdus, on ne les reprend plus. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec le Tractatus Theologicus Feculentus de Kant. Voici quelques recettes de l'ouvrage de Nietzsche. Petit déjeuner. Jus d'orange, 2 tranches de bacon, Profiterole. palourdes en robe de chambre, tartines grillées, tisane. Le jus de l'orange est la nature véritable de l'orange, son inquiétante orangeté, ce qui fait que son goût diffère, disons, du saumon poché ou du gruau de maïs. Pour le croyant, l'idée de manger autre chose au petit déjeuner que des céréales provoque angoisse et désespoir. Mais si Dieu est mort, alors tout est permis. Et plus rien n'interdit les profiteroles et les ballons. Et même les ailes de poulet buffalo tant qu'on y est. Tant de miel. Déjeuner. Paul de spaghetti, sauce tomate, basilic. Du pain blanc, Purée des pommes
faire un solide repas de midi à base d'aliments riches, généreusement agrémentés de sauces bien grasses. Tandis que le faible chipotera chichement ses germes de blé et son tofu, convaincu que sa souffrance lui vaudra une récompense après la mort. Tandis que la morgue est à la côtelette d'agneau grillé. Mais si, comme je l'affirme, la vie après la mort n'est qu'un éternel retour de cette vie, alors Le maigre est condamné à perpétuité, aux aliments à faible teneur glucidique et aux poules à bouillie sans la peau. Dîner, steak ou saucisse, Pommes de terre sautées. langouste thermidor. glace à la crème fouettée ou gâteau fourré. Voici un repas de surhomme. Que ceux que les triglycérides et autres graisses saturées et frais continuent de faire plaisir à leurs pasteurs. Ou alors nutritionniste. Mais le surhomme, lui, sait que la viande marbrée, les fromages crémeux et les desserts bien riches. Et la friture. Oui, la friture. Plein de friture. Le surhomme, lui, sait que tous ces mets sont dignes de Dionysos. Dommage qu'il ait des problèmes de reflux gastrique.